Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit le président du parti Yelema. Nous recevons donc pour vous le docteur Youssouf Diawara. Docteur Diawara, merci de cette présence devant les grands jurys. Merci bien, Marou. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keita, directeur de publication du journal Le Témoin, non moins directeur par intérim du journal dirigé par Elijah Shana Takiou. Keita, merci d'être là. Bonsoir. Vous assumez vos deux statuts. Des casquettes. Des casquettes. Voilà. Bon, il sera bientôt intérimaire parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Donc, il aura l'intérim. Le double intérim. Le double intérim. Ouais, le doyen aussi des juges. Oui, le doyen des juges. En tout cas, pour ceux qui nous suivent à travers la radio Renouveau FM, Elijah Shana Takiou est habillé en bleu. Ce soir, Takiou, merci d'être là. Merci, Barou. Très heureux d'être présent sur le plateau du Grand Jury en face du président du Yelema. Et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Déjà, Dr Diawara, un regard sur la composition du jury. Non, pas d'objection. Heureux comme d'habitude de les rencontrer sur un plateau qui nous offre l'opportunité de défendre nos idées dans la vérité et dans la transparence. Keita, nous avons Dr Diawara. Il annonce déjà les couleurs. Il n'est jamais venu aussi agressif. Il est venu pour défendre ses idées. Donc vraiment, c'est de bonne guerre. Nous sommes là effectivement pour lui tirer les verres du nez. Et je pense que les autres passages, les deux autres précédents passages, 4 passages ont été vraiment de bonne augure. Il n'y a pas de raison qu'on n'espère pas aujourd'hui également recevoir un homme plein de pondération, tout en restant tranchant et droit, comme l'aime à dire très souvent mon ami Shana, dans ses bottes. Voilà. Shana, vous avez des préjugés sur l'invité? Non, pas du tout, mais il a dit 3 mots très importants. Venir défendre ses idées dans la vérité et dans la transparence. Voilà, on ne demande pas plus. Défendre les idées. Parce que ce plateau-là, c'est pour les idées, l'éclosion des idées, le choc des idées. C'est vraiment pour favoriser le débat d'idées. C'est pour aider le pouvoir, c'est pour aider le pays. C'est ça le grand jury. Donc vraiment, on a aujourd'hui quelqu'un qui déjà s'apprête à ça de façon très claire. Vérité, transparence, défendre les idées. Oui, nous avons besoin des idées. D'accord. Docteur Diawara, votre parti et également son candidat à la très probable élection présidentielle ici au Mali, quand même, sont aujourd'hui sur toutes les lèvres. Le nom du parti et son candidat Moussa Mara aujourd'hui, en tout cas, sont sur toutes les lèvres. Déjà, comment vous vivez ce moment de pression, que certains qualifient de pression? Comment vous le vivez aujourd'hui? Barou, ma conception est que le débat démocratique doit faire la force et la vitalité de notre démocratie. Et tout ce qui est question de confrontation d'idées, l'élément est ouvert en cela. Pour ceux qui connaissent notre ancien président, je crois que c'est quelqu'un qui est resté dans cette logique depuis que je l'ai connu. Et même au sein du parti, il nous arrive souvent, quand il était président, de faire des retraites politiques où la moitié de la journée se passait sur lui. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui a la force de ses convictions. Et il les défend. Et souvent, j'ai discuté avec beaucoup de gens, ils disent, bon, c'est difficile de faire changer Moussa. Mais j'ai dit, c'est un homme de conviction. Les hommes de conviction, il faut les convaincre, justement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur ce terrain de débat, à tous les niveaux, avec clarté, avec transparence. Partout où nous allons, nos débats sont souvent publics, sont en direct sur les réseaux. Il n'y a rien à cacher.
Yelema est la seule formation politique. Donc vous voulez ces moments sans pression? Non, avec sérénité. D'accord. Vraiment avec beaucoup de sérénité. Nous n'avons pas de pression. Allez-y, Chana. Oui, je viens d'apprendre que la primature a retiré à Moussa Mara hier, par force, un véhicule qu'il détenait depuis 10 ans. Pouvez-vous confirmer cette information? Les informations que j'ai tout de suite venant un peu de l'équipe rapprochée du Premier ministre Moussa Mara font état que ce véhicule a été bel et bien rendu depuis hier. Depuis hier. Au niveau de par force? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Bon, le cabinet a appelé les fonctionnaires qui sont avec le PM, son garde du corps et le chauffeur, pour qu'ils ramènent la voiture. Bon. Et vous êtes affirmatif, hein, visiblement. Je suis affirmatif. La voiture est là-bas et je pense que nous sommes en train de travailler pour prendre les dispositions nécessaires pour aller faire ce constat sur place. Parce que la façon dont ça a été fait, personnellement, il y a énormément de réserves. Parce que je crois qu'un bien public, il y a une manière de donner, il y a une manière de prendre. Et Moussa avait demandé il a renoncé aux avantages financiers. Mais est-ce qu'il avait renoncé à cet avantage qu'est la voiture? Non, je pense que les points sur lesquels il a renoncé sont publics, sont connus. Donc il n'a pas renoncé à tout. Non, il a clairement dit les avantages financiers. Encore que ceux qui ont procédé, à ce que je sache, au retrait de la voiture, n'avaient pas accepté le principe du retrait de ces avantages, puisque selon ceux qui nous reviennent chaque fois qu'il y a un reversement. Le Turc, il continue encore. Oui, son entourage. On m'a dit qu'aujourd'hui même, les 700 000 sont tombés dans son compte. Ah, oui. Encore. Ça aussi, je confirme. Donc, à quel titre alors la voiture a été... Vous savez, c'est ce que j'expliquais. Il y a un paradoxe quand même. C'est ce que j'expliquais tout de suite que... L'argent tombe et on vient retirer le véhicule auquel il n'a pas renoncé. On ne comprend pas. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour comprendre qui l'a prise, comment ça a été pris et quels sont les dysfonctionnements qui se sont révélés. Est-ce que cela pourrait être interprété comme étant une tension, une pression politique? Bon, les pressions politiques ne finissent pas. Nous sommes énormément sous pression politique. Mais nous avons décidé d'être des politiques et nous assumons. Nous avançons. D'accord, allez-y. Bon, moi, par rapport à ça, d'abord, j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez qu'en réalité, c'est une réaction à l'épisode qui s'est déroulé, par exemple, en France? Je ne saurais le dire à l'étape actuelle des choses. Je ne saurais vraiment pas le dire. Mais je crois que nous aurons le courage quand même de faire les exercices. C'est quand même intervenu au lendemain de cet épisode-là. Tout à fait, mais c'est difficile. C'est des questions pour moi, quand même que vous posez. Bien sûr, on s'est posé énormément de questions. Abdraman, tu m'excuses, il a évoqué l'étape parisienne de Moussa Mara qui était après à Madrid. Il est attendu à Bamako ce soir. Maintenant, parlant de l'étape parisienne, est-ce que vous pouvez nous expliquer en réalité, on n'a pas fini ce qui s'est passé et ceux qui sont derrière ce désordre? Vous aurez l'occasion de l'expliquer quand on aura fini avec vraiment ce parti. Pour ne pas faire de non, effectivement, puisqu'on nous a fait quitter un chapitre brusquement comme ça. Alors Chana ne veut pas respecter le fil conducteur ce soir. On est dans une dynamique. On est en train de s'éloigner. Allez-y, Keita. Je suis désolé, on ne finit pas un sujet. On va aborder un autre, on va y revenir encore. Oui, mais le premier sujet, on ne l'avait pas fini. Le premier sujet qu'il avait évoqué, on ne l'avait pas fini. Sur Moussa Mara, effectivement, il a posé la question, il a dit que le parti est au cœur. Moi, je ne pense pas la même chose. Je pense que c'est plutôt Moussa Mara qui est au cœur de la scène publique et non pas le parti. Est-ce qu'on a comme l'impression que Moussa Mara fait de l'ombre au parti? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ou bien c'est tout cela, tout ce qu'il fait, toute cette densité sur la scène publique par laquelle il s'illustre, est coordonnée et avec une bonne intelligence avec le parti? D'abord, je rappelle que Moussa est un militant du parti. Fut-il ancien Premier ministre, fut-il ancien président du parti, il reste un membre du parti. Ses prises de position sont coordonnées. Un membre actif. Très actif. Okay. D'ailleurs, il dirige la commission de notre comité de planification stratégique. Ça nous permet de nous projeter de façon prospective sur les 10 années à venir. Le document plan est élaboré et nous sommes en train d'y travailler. Et ces prises de position sont
coordonnée au sein du parti. Parce que nous avons une cohérence de prise de position, une cohérence d'action et même une coordination dans les sorties quand nous parlons. Et ce qu'il dit, nous l'assumons et nous défendons partout où nous passons. C'est vrai qu'au sein du parti, tout le monde ne parle pas, ça c'est une vérité. Parce que le parti a travaillé à choisir déjà un candidat qui le rend un peu plus visible plus que les autres. Et le parti a un porte-parole qui aussi prend régulièrement la parole au nom du parti. Et vous parlez de Hamidou. Et tout à fait, Hamidou. Et difficilement, vous verrez... Secrétaire politique. Hein. Et porte-parole du parti. Il a les deux casquettes. Et difficilement, vous verrez une divergence de point de vue entre les prises de parole des leaders du YLM. Je vais même au-delà de même tous ceux qui prennent la parole au nom du parti, vous verrez généralement qu'il y a une cohérence. Parce qu'au sein du YLM, on a ce qu'on appelle les intervenants, tous ceux qui prennent la parole au nom du parti. Et c'est coordonné, les prises de parole sont coordonnées sur les positions du parti. Bien sûr avec quelques petites différences près, mais c'est aussi une très bonne organisation au sein de notre formation. Oui, on est toujours sur Yelema, Moussa Mara. Moi j'évoquais tantôt l'étape parisienne qui a été perturbée par des loupards dans la capitale française ou si vous voulez dans la banlieue parisienne. Est-ce que vous voyez cette tentative, parce que c'était le dernier des 4 meetings programmés à Paris. Est-ce que vous avez une idée de ceux qui ont perturbé ce meeting? Sont-ils des militants RPM, ADEMA et qui sont derrière eux? Ce qui est important, c'est souvent c'est de faire des rappels. Vous savez, ceux qui connaissent Moussa vous diront qu'il est sur le terrain depuis plus de 15 ans. Et à l'intérieur et en dehors du Mali. C'est quelque chose qu'il a régulièrement fait. Quand il est au Mali, chaque week-end, presque il est sur le terrain. Et c'est difficile de faire un mois sans faire une sortie en dehors du Mali. Et partout où il va, il se donne la peine et l'opportunité de discuter avec les Maliens pour savoir où ils sont, comment ils vivent, quels problèmes ils ont et quels conseils il peut leur donner et quelles solutions il peut aussi proposer à l'État pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Donc c'est dans ce cadre qu'il s'est encore retrouvé à Paris, après les États-Unis d'ailleurs, il s'est retrouvé en France, et où il y avait un certain nombre d'activités planifiées, organisées. Et on n'a eu aucun problème sur les différentes activités. Même au-delà des meetings, on a fait des rencontres avec des grandes associations comme Dakakane, on a rencontré les étudiants maliens, il n'y a pas eu de problème. Vous savez, quand on a l'impression que tout marche bien, ça dérange certains. C'est ça la vérité. Maintenant, il fallait tout faire pour mettre du désordre dans le dernier meeting. Et quand ils sont venus, effectivement, certains sont venus voulant s'opposer. Et il y a eu une tension entre les organisateurs. Parce qu'on ne va jamais dans un foyer sans qu'il y ait une commission d'organisation pour vous accueillir. Ce n'est pas possible. Cela veut dire que nous avions l'accord du foyer. Et plus nos militants qui sont là-bas, qui se sont organisés. Et donc, il y a une tension qui a commencé à s'installer entre les organisateurs et ceux qui voulaient empêcher le meeting. Parce qu'on empêchait même les gens de rentrer. Et ça a créé une tension inutile. Moi, je regrette beaucoup cette tension. Parce que c'est vrai, l'équipe de Moussa a su gérer. Parce qu'ils ont décidé calmement d'annuler le meeting, c'était le dernier, et de partir. Parce qu'il était attendu sur TV5 d'ailleurs. Il était même en retard. Donc, il est sorti pour aller sur le plateau de TV5. Et c'est après qu'il y a eu encore des bruits derrière. Moi, je le regrette amèrement, parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde très complexe, où l'immigration pose énormément de problèmes. Moi, je suis Sarakoulé. J'ai beaucoup de parents là-bas. Et je sais les conditions dans lesquelles nos parents vivent. De telles tensions, ça pousse les autorités à avoir un regard sur là où vivent les Maliens. Et imaginez ceux qui sont dans des situations difficiles, qui n'ont même pas de papier, et qu'on ait des regards souvent sur eux. Croyez-moi, c'est quelque chose qui était énormément. Et c'était déplorable et que nous regrettons amèrement. Il n'a pas répondu à qui sont derrière ça. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos. Qu'importe, laissez-le, je ne veux pas dire. Ce qui est sûr et qui est certain, c'est que des gens ont fait des vidéos et l'ont revendiqué. Certains même ont fait des menaces de mort. Qui sont-ils?
Vous savez, moi, souvent, j'ai des problèmes sur les réseaux sociaux, mais je connais quelques-uns, que j'ai vu les vidéos circuler, un certain Balaïra que j'ai vu sur les réseaux. De quelle tendance politique? Non, je connais pas sa tendance. Je ne pense pas s'il a une tendance politique. Voilà. Moi, je le connais pas, mais je le sens beaucoup dans ses critiques très proches des positions défendues par la transition. C'est ce que moi j'observe le plus souvent. Les autorités de la transition. Les autorités de la transition, voilà. C'est ce que j'observe le plus souvent. Maintenant, aller jusqu'à menacer, à appeler, à confirmer qu'il a préparé le meeting. Effectivement, on entend dans la voix que Natou Mbora Bafaga. Je crois, non, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais en tout cas, il confirme clairement qu'il était à la base. Et ça, c'est des faits qui sont là. Nous allons travailler à voir quelle pourrait être la conduite à tenir. Et ici, et en France. Oui, d'accord, mais ce que vous ne dites pas, c'est le cadre dans lequel se situent toutes ces tournées-là et ces rencontres de Moussa Mara. C'est dans quel cadre? Vous êtes dans une logique de pré-campagne? Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez dans ça? Parce que vous êtes quand même le seul parti qu'on voit, comme vous l'avez dit, bouger ici à l'intérieur ou bouger ailleurs. Est-ce que ça participe des activités déjà prévues du parti, ou bien de quoi est-ce qu'il s'agit? Ou bien c'est des choses spontanées comme ça? Je vais te rappeler que moi j'ai fait la même tournée, c'est l'année dernière. Yelema est un parti qui a toujours été proche des Maliens. Toujours. Les leaders du parti sont toujours au plus près des Maliens pour discuter sur les problèmes du pays, pour discuter sur les défis qu'ils vivent tous les jours, pour voir quelle réponse faudrait-il donner à notre niveau, dans la mesure de nos possibilités. Yelema a toujours été proche. Et Moussa, depuis que je l'ai connu, depuis seul qu'il conduisait sa voiture pour faire le tour du Mali, il a toujours été sur le terrain. Et jamais il n'est sorti en dehors du pays sans aller rencontrer des Maliens. Bon, aux États-Unis, c'était la même chose. C'était pareil. Il a fait beaucoup de villes pour encore discuter avec les Maliens, pour s'enquérir de leur situation. Oui, mais vous ne dites pas, est-ce que ça fait partie des activités prévues par le parti, ou bien c'est Moussa Mara seulement de façon... mais c'est des activités planifiées voilà. à Abdraman. C'est ce que je t'ai dit. Et ça a toujours été le cas. Chaque début d'année, on a une planification de nos activités sur le terrain. Le programme était en début d'année, nous sommes en fin d'année. On est en fin d'année, donc on est en train de boucler, bien sûr, les programmes. On s'est fixé. Donc on est en train d'atteindre nos objectifs. Il y aura le retour de Moussa Mara au Mali, attendu par certains Maliens déjà. On entend même des appels spontanés pour l'accueillir déjà. Est-ce que le parti est derrière ces appels, ou vous êtes simplement solidaire de ces appels? Bon, j'ai beaucoup entendu, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour demander à ce qu'on fasse une mobilisation pour l'accueillir. Vous savez, Yelema, c'est un parti d'action, quoi, et de sobriété, quoi. Nous avons juste décidé de le recevoir au niveau de notre siège pour échanger avec lui et pour qu'il puisse aussi partager son opinion avec le peuple Yelema. Voilà. Et j'avais oublié un point sur le premier sujet des véhicules. Hier, les autorités ont pris la responsabilité de reprendre la voiture du Premier ministre. Moi, j'ai aussi pris la décision d'engager une collecte de fonds pour chercher un véhicule pour le Premier ministre. Est-ce que Mara en a besoin de c'est pas ça la question, c'est une question de voilà, c'est une question de droit, le principe. Pour que le parti lui-même lui donne les moyens. Tout à fait. Pour l'atteinte de nos objectifs. Oui, pour quelqu'un qui publie chaque année. Oui, mais d'accord. Vous pensez qu'avec tous ces épisodes-là, vous êtes rentré vraiment dans une logique de confrontation et de rivalité avec les autorités? Le mot si est mieux confrontation, qui est différent pour moi de l'affrontement. Nous sommes dans les confrontations de nos idées. Nous avons un pays qui est dirigé et nous avons une lecture sur la gestion de notre pays. Il y a des fois on est d'accord, il y a des fois on n'est pas d'accord. Et si on n'est pas d'accord, nous avons le courage de dire que nous ne sommes pas d'accord et de proposer nos éléments de solution. Donc, pour moi, c'est ça l'enjeu. Vous confirmez que Moussa Mara sera à Bamako ce soir. Inch'Allah. Vous ne craignez pas quelque chose? Et pourquoi? Non, parce que ça a été ébruité. Il faut le dire clairement, ça a été ébruité. Que si certains ont insinué que dès son arrivée, il sera mis aux arrêts. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, la question que je me pose, c'est pour quelles raisons il sera mis aux arrêts? Je ne sais pas si vous avez des raisons.
Non, on n'a pas de raison. Tout à fait. Parce que tout ce qu'il a fait... les a retiré son véhicule. Peut-être pour les mêmes raisons. Je crois l'avoir dit dès le début. Pression politique. Nous allons travailler à comprendre qu'est-ce qui a été fait, qui l'a fait et pourquoi il l'a fait. Et pour l'histoire, nous allons noter cette affaire. Keïta, allez-y. Oui, Monsieur le Président, vous êtes vraiment le parti qui est le plus affiché ses ambitions en désignant un président. Un candidat. Un candidat du moins, un candidat pour la présidentielle à venir. Et on entend de plus en plus avec cette budgétisation, une inscription budgétaire pour l'organisation de ces élections. Ces élections devraient se tenir. Et est-ce que vous pensez que ces intentions-là sont réelles d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel? Et est-ce que vous pensez que les conditions également sont réunies pour qu'on aille à des élections telles qu'on les a toujours revendiquées, des élections apaisées et sincères? Transparentes, oui. Et malheureusement, moi je ne crois à ce que je vois. Et plusieurs fois, on nous a fait un chronogramme. Après, on est revenu dessus. On a fixé des délais, même pour la transition, on est revenu dessus. Maintenant, on ne sait même pas jusqu'où on va y aller. Donc, par principe, j'essaie juste de travailler. Un parti politique ne doit pas attendre les élections pour travailler. Nous avons commencé à travailler, depuis toujours d'ailleurs. Et nous continuerons à travailler, à renforcer nos bases, à construire notre projet, à être au plus près des Maliens. Et on sera prêt. C'est ça l'enjeu. On sera prêt. Oui, mais vous êtes prêt. Mais est-ce que le pays est prêt pour accueillir des élections telles qu'on les souhaite aujourd'hui? Vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de plus en plus, je vous ai dit au cas de l'échéance d'avril pour aller vers les élections. Certains parlent de mai. Est-ce que vous voyez vraiment les conditions, toutes les conditions réunies pour, à ces dates-là, d'avoir des élections à ces dates-là? C'est-à-dire, si je dois résumer aujourd'hui la gestion du pays, c'est le flou, quoi. Moi, je n'ai aucune lecture. Pas de visibilité. Pas de visibilité. Je n'ai aucune visibilité sur les perspectives électorales. Je préfère le dire clairement comme ça. Parce que nous ne sommes pratiquement consultés dans rien. Nous avons un cadre formel qui existe entre l'État et... Normalement, et la budgétisation devait passer par... voilà. Par cette... et ce cadre ne s'est pas réuni, je ne sais même plus depuis quand. Ça veut dire que les autorités ont pris la responsabilité seules de conduire tout le processus. Et ils assumeront toutes les conséquences. Allez-y, Charles. Et quelles peuvent être ces conséquences-là, selon vous? Moi, je n'en sais rien. Le fait de ne pas tenir les élections, le fait de continuer à laisser le pays dans ce marasme économique, socio-culturel, sécuritaire, c'est tout un danger autour de notre pays. Allez-y. Oui, Monsieur le Président Diawara, nous avons lu une déclaration de l'organisation 31 mars, comme on l'appelle. L'appel du 31 mars. C'est ça, c'est l'appel du 31 mars, c'est ça le nom? Les signataires de la déclaration du 31 mars. Commune du 31 mars. Merci beaucoup pour la précision. Yelema est signataire de cette déclaration. Elle est relative à vos camarades qui sont des détenus politiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler et rappeler à nos téléspectateurs la teneur de cette déclaration? Bon, la déclaration fait état de l'arrestation de nos camarades. Elle fait aussi, état de tout ce qu'on a fait jusqu'ici, parce que pour leur libération. Les signataires, dans un premier temps, ont voulu non seulement condamner leur arrestation, ont attaqué la procédure devant les tribunaux, qu'on est en train d'ailleurs de suivre. Mais les signataires ne sont pas limités à cela. Ils ont associé ceux qui peuvent être associés sur les questions de médiation dans notre pays. Parce qu'on est dans un pays où on a un certain nombre de socles sociaux auprès de qui nous sommes passés pour leur demander de s'impliquer. Mais malgré tout, on voit que nos camarades restent derrière les prisons, derrière les barreaux. Et ça fait quoi? Ça fait 4 mois. Plus de 4 mois. 4 mois et 5-6 jours aujourd'hui. Ils sont derrière les barreaux. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas... Et malgré la décision de juste d'instruction de les libérer. C'est ça le problème. Et le parquet a fait appel. Je crois que ça c'est les raisons pour lesquelles nous avons décidé quand même de rappeler tout ça.
et aussi d'inviter les uns et les autres à plus de vigilance et d'organisation et nous préparer à nous battre comme toujours pour que nos camarades soient... Bon, c'est ça, à vous battre. Depuis que ça a commencé, vous êtes dans la littérature, dans les déclarations, il n'y a aucune action politique. Pourquoi ce mutisme par rapport à cette situation? Le manque d'action, ce déficit d'action, j'allais dire, et non mutisme, parce que vous avez fait beaucoup de déclarations, vous avez parlé, il n'y a pas d'action politique, je dis bien politique. Pourquoi? Bon, il y a toujours des actions politiques. Vous savez, déjà, le fait de se réunir pour dénoncer quelque chose, c'est une action. Mais la difficulté majeure, peut-être qu'on pourrait souligner, c'est qu'il y a un moment où ceux qui sont derrière les barreaux ont même souhaité que nous allions sur le terrain de la négociation. Voilà. Bon, vous savez, c'est quand on est leader politique et qu'on n'est pas derrière, et ceux qui sont, et quand ils parlent, il faut les écouter. C'est pas facile. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'apparaître comme un blocage. Je pense que ça a un peu ralenti un peu les actions. Sinon, il y a beaucoup d'actions qu'on avait. Quelles sont éventuellement les actions pour réclamer la libération de vos camarades détenus politiques? Déjà, Yelema et Barani Iroa, on avait lancé un appel pour que tous les démocrates sincères, les citoyens convaincus, puissent prendre 3 minutes de leur temps pour dénoncer cette arrestation. Bon, c'est vrai que je n'ai pas vu ni pour Chana ni pour... On l'a fait au sein de la rédaction. À partir du moment où c'est judiciarisé, si c'est judiciarisé, il ne peut y avoir qu'une action judiciaire. Et puis on a toujours plaidé cette cause ici au grand jury. Une décision judiciaire pour dénouer la situation, il ne peut plus y avoir autre chose. Non, on a dit de montrer notre... C'est des politiques. C'est politique, vous savez. C'est des politiques. C'est toujours bien qu'on sente, malgré la procédure judiciaire, que les gens sentent qu'il y a des gens derrière qui pensent à eux, qui les soutiennent. Souvent, je vois dans certains médias où je vois sur le nouveau, chaque fois on fait un rappel à Raspat. Et pourtant, le dossier est judiciarisé. Oui, ça, nous n'avons pas été associés à votre initiative aussi. Bon, on va dire ainsi. Sinon, on a lancé l'appel. Chacun dans son rôle. Raspat, c'est notre confrère. C'est notre confrère. Nous avons le devoir de le soutenir et de demander sa libération. On a eu de cesse d'attirer l'attention de l'opinion sur le cas. Ces gens-là qui ont été... Je suis d'accord. Je parle d'une action spécifique. Sinon, tout le moment, à laquelle nous n'avons pas été associés. Allez-y. Monsieur le Président... Même association pourrait s'en démarquer. Il y a eu récemment l'épisode de la promotion en grade des colonels en généraux sur lesquels on vous a entendu, puisqu'on a entendu votre candidat là-dessus. Le parti partage l'opinion de son candidat sur cette histoire-là. Qu'est-ce qui a été dit? Vous savez, ce n'est pas tant la graduation, ce n'est pas tant la graduation. Qu'est-ce que le parti a mis comme réserve? Le parti avait des réserves sur un certain manquement à la modestie qui caractérise les Maliens, qui consiste à ne pas s'auto-promouvoir. Le candidat du parti ou le parti? Le candidat du parti, parce qu'il dit que le parti partage. Donc, dans ce cas-ci. C'est important de clarifier. Ouais. Je pense que c'est un peu la position que nous avons dégagée, qui est de dire que le contexte et la forme, nous avions un peu de réserve là-dessus. Sinon, ce n'est pas tant pour le mérite. Mais ce n'est pas tant pour le mérite. Quel est le mérite? Selon vous, quel est le mérite qui vaut à ces anciens colonels d'être généraux? Vous savez, la majorité sont déjà des colonels ou des colonels-majors. Oui. Je pense qu'il n'y avait qu'un pas pour être un général. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est le niveau de graduation. On a dit à titre exceptionnel. Exceptionnel, il y a des textes, des statuts qui prévoient... Abdraman, j'arrive. Vous savez, moi, mes réserves sont à ce niveau précisément. Parce que vous savez, quand un soldat meurt sur le terrain, il passe directement au grade supérieur. C'est exceptionnel. À titre exceptionnel.
Alors, Et à titre posthume, je me pose la Oui, question, exceptionnel. est-ce qu'il y a plus grand sacrifice que de que mourir. de donner sa vie pour son pays? Si pour ce dernier, c'est de passer au grade supérieur, pour quelles raisons on va passer 1, 2, 3, jusqu'à Plusieurs 4 étapes. grades supérieurs? ouais. Ce sont nos réserves. Vous savez, nous avons quand même ce courage Donc, de le vous dire. reconnaissez qu'ils n'ont pas le mérite des grades qu'ils détiennent aujourd'hui. Nous ne pensons Pourquoi pas... vous ne reconnaissez directement qu'en réalité, ils n'ont aucun mérite d'accéder à cette haute promotion alors qu'ils ne sont Mais déjà, est-ce que vous ils n'ont pas oubliez- été sacrifiés, Est-ce que vous ne rien. semblez pas oublier que cette promotion aussi est un appel en tout cas, est un appel fait au cours on parle du dialogue dialogue intermalien. intermalien. Ça fait beaucoup de questions en même temps, mais je vais essayer de les répondre. D'abord, le dialogue. Et souvent, j'ai dit à beaucoup de gens, donnez-moi le pouvoir. Je vais faire un autre dialogue. Crois-moi, on va sortir avec d'autres conclusions dans ce pays. C'est une promesse que je te fais. Ah bon? Certain. Ça veut dire que vous pensez que le dialogue a été manipulé, ça? Ah oui, certainement. À beaucoup de niveaux. Vous savez, aujourd'hui, D'accord. c'est Pourquoi- difficile qu'un pourquoi pouvoir est-ce puisse que- organiser un événement. Et avoir et le passer contraire de ce qu'il veut avoir comme résultat. Difficile. Oui, donc, bon, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence, comme vous parlez d'autopromotion, la manière de le faire, entre s'autopromouvoir généraux et s'attribuer une amnistie, par exemple, pour se mettre parce qu'on ne vous a pas entendu sur l'amnistie. C'est les mêmes pouvoirs qui sont signataires, par exemple le chef de l'État actuel, le signataire, il a promulgué la loi d'amnistie. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'institution qui a voté cette amnistie-là, ça aussi c'est une forme quand même de self-service. Non. Donc sur lesquels on ne vous a pas entendu. Au-delà de cette amnistie, amnistie légale. je pense que Légal, mais arrêtez dans ce eux la- qui On va ont- écouter l'invité quand même. Allez-y. C'est légal. Keita, s'il vous plaît, allez-y. Est-ce Je qu'il peux n'est pas continuer, légal? Keita. Oui, allez-y. J'ai dit au-delà de cette amnistie, je pense que la constitution qu'on a votée déjà gracie pratiquement tous ceux qui ont fait ce coup d'État. La Constitution est intervenue bien après. Bien sûr. L'amnistie, Mais la Constitution, on aurait pu vous entendre sur l'amnistie aussi. on peut l'admettre ou pas, mais ça a été quand même mis au référendum. On va dire que c'est les Maliens qui l'ont quand même voté, même si nous ne partageons pas. C'est clair. Allez-y. Oui. Diawara, on s'achemine vers la fin de l'année et le Mali quittera officiellement la CEDEAO avec les deux pays frères et frontaliers, le Niger et le Burkina. Avez-vous des inquiétudes? Énormément d'inquiétudes. Vous savez, notre position n'a jamais été de quitter la CEDEAO. Cette position est claire et ne souffre d'aucun doute. Qui ne nous met pas en opposition contre l'AES. Ce que j'ai dit dans les principes, travailler sur un certain nombre de sujets, nous donner la main, ce n'est même pas contraire aux dispositions de la CEDEAO. Mais vouloir nous retirer de la CEDEAO n'a jamais été pour nous une option. Moi, je suis peut-être un grand voyageur. J'ai une petite idée un peu de tout ce que nous avons comme atout autour de cette communauté de destin, des avantages que nous avons en termes de citoyens, en termes de libre circulation, en termes d'entreprise, en termes de facilité de déplacement de nos marchandises. Il y a énormément d'avantages que nous avons. Beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui ont des passeports. Ou souvent pour certains pays, ils ont des visas de 5 ans, 10 ans. Je pose énormément de questions. Qu'est-ce qu'on va faire? On est à 2 mois. On n'a pas une lecture sur qu'est-ce qui va advenir, même sur nos papiers. Vous savez, dans un pays, même pour avoir une carte d'identité, c'est un problème. On se pose énormément de questions. On ne sait pas. Et pourquoi je l'ai dit au début, c'est l'incertitude. Vous vous interrogez parce que vous voyagez beaucoup. Vous avez par exemple un passeport, vous avez 5 ans, disons 3 ans pour aller à Paris. À part quand on quitte la CEDEAO, ce passeport sera caduc. Et comment est-ce que vous allez récupérer votre visa? C'est ça, non? Je n'ai pas dit ça seulement. Je crois que j'ai parlé de la circulation que j'ai
au niveau de la sous-région. C'est un exemple, entre autres. Mais tout à fait. Je dis ça, c'est des questions que les gens se posent. Comment ce sera géré? On n'a pas de lisibilité. Et il n'y a pas une communication formelle sur la question pour nous orienter. Pour être plus clair, est-ce que vous pouvez me dire que le Mali n'a pas les moyens, ne dispose pas des moyens de se retirer d'une organisation comme la CEDEAO? L'AES, par exemple. L'AES, et en particulier le Mali. Encore une fois, je le reviens sur le mot, je n'ai pas de lisibilité. Je ne suis pas rassuré de notre sortie de cette communauté qui nous... Vous savez, quand on a l'opportunité d'avoir la première puissance du continent dans une communauté... Les gens misent sur des relations bilatérales avec chacun de ces pays-là qui constituent une alternative, comme alternative. Vous savez... Vous pensez que ce n'est pas... Abdraman, là où je suis un peu perdu, c'est-à-dire tu ne peux pas quitter une famille et après te dire, bon, je vais essayer de négocier avec chaque membre, individuellement avec les uns les autres pour tisser. Lorsque tu es membre de cette famille, membre de plein droit de cette famille. Lorsqu'on y a des avantages sans négocier. Sans négocier. Maintenant, on sort, on veut individuellement aller voir le frère, la soeur, pour tisser. Moi, je suis perdu. Croyez-moi, je manque de lisibilité Diawara, dans ces Diawara, en vous écoutant, on se rend compte que beaucoup de choses vous opposent à cette transition, aux autorités de la transition. Est-ce qu'il y a au moins des points sur lesquels vous reconnaissez dans les actions des autorités de la transition? Point de convergence. Non, vous savez, je l'ai toujours dit, j'ai été parmi ceux qui ont toujours dit qu'on est dans un contexte extrêmement difficile et qui est axé sur énormément les questions de sécurité. J'ai toujours dit que c'est difficile de recruter, de s'équiper, de se former et d'aller faire la guerre. C'est très difficile. Et sur ce plan, nous travaillons à soutenir tout ce que nos autorités font pour ramener cette sécurité. Comment se traduit votre soutien à ce niveau? L'élément, en tant que parti déjà, contribue dans tout ce qui est débat d'idées. Nos opinions, nos avis sont toujours partagés avec les autorités. L'élément est un parti qui est sur le terrain pour répondre à la demande sociale. Nous sommes l'une des rares formations politiques qui, chaque fois qu'il y a un défi, nous sommes là pour donner une réponse. Avez-vous participé à l'effort de guerre? On peut vérifier le compte. Je pense que la seule personne qui avait une contribution je ne connais pas pour les autres, en tout cas notre contribution est connue, les récits existent. On a fait une contribution parti élément de 1 million. Le parti élément ou son candidat? Parce que nous, on fait la différence entre le parti et les hommes. Mais Barou, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas me dire que les prises de position sont partagées par le parti et dire aussi que... Ces actions ne le sont pas. Il faut être cohérent. Voilà. Mais est-ce que ce n'était pas aussi plus simple pour les candidats du parti? Restons cohérents. Pour les candidats du parti, encore, restons de faire cohérents. La contribution au nom du parti. Restons cohérents si on est d'accord que ces prises de position sont partagées par le parti. Ces actions aussi peuvent être partagées par le parti. Et les actions aussi. Je vous le concède. Voilà. Le parti est souterrain, comme je l'ai dit, que ce soit l'attaque du bateau, où je pense que nous avons été avant l'État en termes de contribution pour soulager la population. Les déplacer, les mois de carême, à tous les niveaux, nous essayons autant que faire se peut avec les contributions de nos responsables pour apporter notre solution au soulagement de nos différentes populations. Vous êtes en concurrence avec l'État? Souvent, je suis même un peu surpris de voir qu'il y a énormément d'actions sociales au niveau de nos responsables publics, comme s'il n'y a pas de service social. Ça me surprend. Allez-y, Keita. Oui, service social. Vous êtes du centre. On apprend de plus en plus que des organisations comme l'OMS sont en train de se retirer du centre. Et vous êtes de ce domaine-là, de la santé. Quelles peuvent être les conséquences de ce engagement, de cet autre retrait? Puisqu'en réalité, il y a tellement beaucoup d'autres ONG qui sont déjà retirées, avec les conséquences dont on ne sait pas, avec des promesses d'alternatives qu'on n'a pas encore. MSF aussi s'est retiré. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous... Non, comme je l'ai dit, je suis à Bamako depuis 10 mois. Il y a certaines réalités du terrain que je ne vis pas.
Et donc, difficilement, je vais me prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ce que je reçois comme information tous les jours, ça ne rassure pas. Nos communautés qui nous appellent. Qu'est-ce que vous recevez comme... Oui, c'est ce que j'ai dit en tant... Vous savez, j'ai eu la chance de diriger une organisation de jeunesse. J'ai la jeune femme qui est dans beaucoup de coins. Je suis professionnel de la santé, je suis pharmacien. Et la santé est dans beaucoup de coins. Je suis chef de parti politique et j'ai des représentants presque partout. Donc, croyez-moi, ce que je reçois comme information en termes de difficultés de terrain, c'est énorme. Docteur Diawara, pas plus tard que 2 jours, les acteurs de la filière bétail-viande ont observé une grève. Déjà, pour la raison avancée était en tout cas leur déguerpissement de la ville de Bamako. Comment vous voyez cette situation entre le gouvernement et ces acteurs-là? Est-ce là la solution? Non, la question, je ne situe même pas le problème à ce niveau. Pour moi, le problème, c'est dans un cadre de concertation. Vous savez, quels que soient les défis, moi j'ai toujours demandé ça à nos autorités. Il faut mettre les gens ensemble. Il faut mettre l'État, les acteurs, ces acteurs qui font un peu de Garban, les collectivités, ensemble qu'on puisse réfléchir sur la question. Apparemment, cela n'a pas fait défaut. Il paraît qu'ils ont eu des concertations avec ces gens après coup. Non, après coup. En tout cas, les informations que nous avons, c'est après coup qu'on a engagé les... Pour moi, ce n'est pas bien. C'est devenu une forme de gouvernance. Il faut toujours discuter, se mettre en amont. En amont. Et je ne crois pas que les Maliens vont se mettre ensemble et qu'ils ne trouveront pas de solution. Allez-y. Oui, Monsieur Diawara, vous êtes président de Yelema. Yelema a déjà désigné son candidat, qui est connu de tous, Moussa Mara. Que vaut le parti Yelema aujourd'hui? Que pèse le parti Yelema? Vous savez, souvent, moi j'entends beaucoup de gens qui sont les majorités. Moi, je n'ai pas cette prétention. Parce que pour moi, le seul baromètre, c'est les élections. Et tu n'as pas les élections, ça va être difficile de montrer ton représentativité. Les dernières élections. Mais ce qui est sûr, oui, les dernières élections, le parti était en 6e position. On ne va pas revenir sur ça. Nous sommes en train de construire davantage le parti. Aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons restructuré fondamentalement notre formation politique et l'institutionnaliser davantage. Et qui ne dépendra ni de moi ni de Moussa Mara. Toutes les institutions que nous avons créées, la fondation du parti, qui travaille pour répondre énormément à la demande sociale que nous faisons. L'école du parti, qui travaille pour le renforcement et la construction des citoyens. Et le comité de planification stratégique pour nous projeter sur l'avenir, nous donner un cadre dans lequel nous évoluons. Les commissions d'accueil et d'orientation aujourd'hui qui font un travail formidable. Le mois passé, j'ai reçu 316 nouveaux adhérents. Et ce mois-ci, je crois que je risque de recevoir plus que ça. Nous avons un engouement derrière notre formation politique. Peut-être c'est dû à l'engagement de ses responsables, à notre organisation. Mais ce qui est sûr, c'est que le parti élément compte. Oui, vos fonds, vous avez une fondation, tout ça. Les gens se demandent où est-ce que vous trouvez l'argent, où est-ce que vous trouvez le fonds pour les bonnes œuvres de tous les jours. Croyez-moi, Chana, à Yélema, tous les leaders contribuent. Si les gens pensent que le président de Yélema peut faire autant d'investissements, mais ils se trompent à 200%. Et les militants? C'est ce que j'ai dit. Tu as dit les leaders? Oui, les responsables du parti. Okay. Voilà, à certains niveaux, c'est des petites contributions qu'on fait, on demande aussi aux militants, des trucs symboliques pour montrer leur participation. Et surtout, travailler à ce qu'on appelle le devoir d'appartenance à notre institution politique. Nous travaillons à faire en sorte que le parti n'apparaisse pas comme appartenant à X ou Y. Que chacun puisse, dans la ce n'est pas le parti de Moussa Mara. Pas du tout. Et Moussa Mara sait que le parti élément n'est pas un parti de Moussa Mara. Il fait partie de Moussa Mara. Aussi puissant qu'il puisse être, aussi grand qu'il puisse être son poids dans le parti. Il est une partie du parti. Il y a les autres. Et nous travaillons tous les jours à consolider. Ce n'est pas ce qui est apparent. Ce qui est apparent, c'est que le parti s'identifie à Moussa Mara. C'est une évidence. Et à Diawara aussi, il y a bien d'autres. Parce que Hamidou. Diawara est beaucoup plus effacé, on ne sait pas pourquoi. Parce que peut-être c'est sa nature de s'effacer. Moi, je suis un gardien de maison. D'accord. Par rapport à Mara, il s'efface. C'est de bonne guerre et c'est intelligent. Donc, vous êtes quand même trop demandeur d'élection. D'élection. L'élection, oui. Demandeur d'élection, oui. Ces derniers temps, vous êtes beaucoup demandeur parce que
Vous voulez que les élections arrivent, parce que même tout de suite on vient nous dire tout cela ne peut pas arriver s'il n'y a pas des élections, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela. C'est quand même étonnant, puisque on se rappelle que vous avez pris vos distances du premier cadre qui cherchait le retour à l'ordre constitutionnel parce qu'il parlait trop d'élections. Et je me rappelle cette phrase à l'époque, je pense que Moussa Mara était encore président, il disait que là-bas on ne parle que d'élections. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence aujourd'hui que vous êtes les seuls pratiquement à réclamer, à être demandeurs de ces élections-là que d'autres voulaient avant et auxquelles vous avez fait pratiquement faire obstruction. Je ne crois pas avoir parlé d'élections en ces termes. J'ai parlé d'élections ici sur ce plateau pour dire que le seul baromètre qu'on peut avoir pour peser notre formation politique, c'est les élections. Sans les élections, c'est difficile pour moi. Et vous avez dit aussi que vous travaillez pour être prêt pour les élections. Mais c'est logique. Mais j'ai encore c'est la raison d'être d'un parti politique. J'ai encore dit que je n'ai pas de lisibilité. Vous savez, Abdraman, on est en tant que parti politique. Plusieurs fois, tu as prononcé le mot lisibilité. Mais c'est la vérité. Donc on peut en déduire que vous vous accommodez d'une non-élection. Excuse-moi. En tant que parti politique, notre raison d'être, c'est la conquête du pouvoir. Votre président l'a même dit à son... Ouais, effectivement. J'arrive. Vous savez, Abdraman, qui Dieu nous en garde. Les jours où on va avoir un seul fusil à Yelema, on est fini. Ce n'est pas notre travail. Le travail de la défense doit être assuré par nos forces de défense et de sécurité. Quiconque, quelle que soit ta puissance, si tu es un parti politique, si jamais on te voit avec des armes au niveau de ton siège, ce jour-là, c'est fini pour ta fatigue et c'est fini pour tous tes cadres. Parce que ce n'est pas notre rôle. Oui, mais et ceux qui gèrent aujourd'hui le pays, leur rôle, ce n'est pas... Donc, vous êtes prêt à vous accommoder d'une non-élection, d'un non-retour à l'ordre constitutionnel, aussi longtemps que cela prendra pour ces autorités-là, ou bien... Abdraman, nous travaillons. Tous les jours, nous travaillons à être auprès des Maliens, à présenter nos ambitions, à présenter nos solutions, à continuer à inviter les Maliens à venir vers notre formation. Nous travaillons à être prêts. Peut-être que... S'il vous plaît, sur la même question. Oui, on va vous donner la parole. Allez-y, Chana, pour votre dernière question. Oui, M. Diawara, on a parlé de l'élément, vous avez décliné un peu comment est-ce que vous travaillez. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre vision? Parce que vous faites de belles choses, de bonnes œuvres, tout ça là, pour séduire l'électorat et aller à la conquête du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous présentez aux Maliens? Quelle est votre vision, votre programme, votre projet de société? Les grandes lignes, peut-on le savoir ce soir? On n'a que 2 minutes. Hein. Oui, on va dégager quelques pistes de réflexion. De notre conviction, nous devrions travailler sur 2 leviers, ou sinon même 3. Le premier, c'est de travailler à être le parti du vrai rassemblement. Le rassemblement des Maliens. Le rassemblement de tous les Maliens. Des idées, de nos communautés. Qui va certainement nous permettre de créer une confiance entre l'État et les citoyens. De créer l'État entre nos différentes communautés, entre les partis politiques, entre la société civile. Ça, c'est un enjeu stratégique pour nous. Il faut travailler à être le parti du vrai changement, qui va nous pousser à avoir une confiance, non seulement en nous, mais entre nous et nos autorités, entre nous et toutes les composantes de la société, qui sont les leviers les plus, pour moi, cruciaux pour aider notre pays à mieux se mettre. Et au-delà de ça, nous disons que les élections à venir vont probablement se jouer sur les questions de valeurs. Les valeurs pour nous sont fondamentaux. Aujourd'hui, beaucoup nous disent, oui, retournons à nos valeurs fondamentales, disons. Retournons en arrière. Voyons comment nos ancêtres faisaient. Mais pour moi, la valeur, c'est les choses les plus importantes pour nous et auxquelles nous tenons fondamentalement. À Yelema, nous travaillons sur la vérité, nous travaillons sur la transparence. À Yelema, nous travaillons sur la responsabilité à la base. À Yelema, nous travaillons sur la bonne gouvernance, bien sûr. À Yelema, nous travaillons sur les questions de leadership, nous questions sur les alternances. Tout ça, c'est des notions sur lesquelles nous voulons les mettre au cœur du débat politique. Et notre objectif fondamental, c'est de faire du débat politique
les enjeux pour les prochaines années. Allez-y, Keïta, pour la dernière question. C'est qu'on voit les dernières questions. La dernière, allez-y. La dernière, oui, c'est la dernière, allez-y. Et vous vous apprêtez pour les élections. Pas les enchaîner. Hein. Et il y a de fortes probabilités que vous affrontiez le chef de l'État sorti. Un général de corps d'armée. Apparemment, il se présente à ça et je pense que la question a été même évoquée par votre candidat. Est-ce que vous partagez la vision de votre candidat sur une transgression des barrières qui l'empêchent d'être candidat? Est-ce que vous partagez la même chose et comment vous vous y prendriez si il s'autorisait le droit de transgresser ces barrières-là qui, selon la charte de la transition et selon beaucoup d'autres textes y afférents, l'empêche de se porter candidat contre vous? Non, moi je n'ai pas dit général de corps d'armée, c'est vous qui l'avez dit. Oui, bien sûr. Je crois que le général d'armée n'est pas général de corps d'armée. Oui, d'armée. Pourtant, tu as reçu une note pour dire qu'il faut l'appeler général d'armée. Général d'armée. Nous le disons général d'armée. Non, vous avez dit général de corps. Allez-y. Garde à vous, nous obéissons. Général d'armée. La position du parti est très claire sur ça. Nous sommes de ceux qui sont dans la charte. Nous sommes de ceux qui pensent que toutes les autorités qui aujourd'hui gèrent la transition ne doivent pas être candidats aux élections qui vont mettre fin à cette transition. Ça, c'est une position claire de Yelema. Maintenant, est-ce qu'ils seront candidats? Je n'en sais rien. S'ils sont, quelle sera notre conduite à tenir? Je pense que Yelema prendra sa responsabilité. Au moment venu. Au moment venu, Inch'Allah. Vous attendez le moment venu pour prendre votre responsabilité? Parce que d'habitude, en la matière, les gens anticipent. Pour savoir quel on peut aussi nous dire qu'il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Oui. Bon, maintenant on attend. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Le jury va à présent se retirer, Dr Diawara, pour procéder à la délibération. Keïta, nous sommes pas besoin de se retirer. Je pense que M. Nous restons sur place. Ouais, je pense que M. Diawara, hier, aujourd'hui plus qu'hier, a beaucoup plus rassuré. Il a rassuré hier avec sa sincérité dans la transmission de ses idées, avec de la pondération qui l'a caractérisé. Aujourd'hui encore, je pense qu'il est un peu plus agressif, on le sent un peu plus agressif, mais il est resté... Puisqu'ils ont reçu une agression ailleurs. Il a reçu un coup. Ils ont reçu peut-être un coup, c'est l'effet du coup qu'il a reçu, mais il est resté quand même lui-même. Très sérieusement, je pense que toutes les questions qui ont été abordées ici ont été répondues avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de courage et avec la mesure qu'il faut pour entretenir un climat de convivialité et de responsabilité sur la scène politique. Monsieur le Président, pour reprendre un peu les allures d'un certain Chara, peut-on condamner un homme aussi pondéré dans ses idées, un homme aussi engagé effectivement dans la confrontation des idées, beaucoup plus que dans la confrontation des muscles? Et il faut l'encourager par un acquittement. L'intérimaire qui s'inspire fièrement du titulaire finalement. Merci, Monsieur le Président. Avant, vous me permettez quand même, à quelques jours de la rentrée scolaire, d'interpeller les autorités. Nous n'avons pas eu l'occasion de lui poser des questions sur l'école. D'interpeller les autorités par rapport à l'école, par rapport à une situation. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées. Je pense que les écoles privées sont incontournables aujourd'hui dans le système éducatif malien, que ce soit au niveau fondamental, au niveau secondaire et au niveau supérieur. Mais un constat est là. C'est-à-dire que chaque année, au niveau des privés, on augmente considérablement les frais scolaires. Il faudrait que le gouvernement arrive à plafonner au niveau fondamental de 10 000 francs à 600 000 par exemple. Au lycée, de temps à temps. Au supérieur, la même chose. Mais ils sont en train de tuer les gens. Les privés sont en train d'augmenter, de tuer les parents d'élèves. Il faudrait que l'État arrive à réglementer vraiment ce secteur privé au niveau de l'éducation.
Cela dit, Monsieur le Président, nous avons beaucoup parlé du candidat de Yéléma au cours de cette émission, Moussa Mara. Moussa Mara, qui est un leader politique, qui aide la transition, qui aide le pays, qui est un symbole de débat, un symbole d'idées. Je pense que les autorités doivent encourager Moussa Mara dans son rôle, dans sa mission, parce qu'il est bon pour les autorités. Moussa Mara est bon pour les autorités. Il est bon pour la démocratie. Il est bon pour le choc des idées. Je pense que si Moussa Mara n'existait pas, il fallait le créer. Il fallait créer un Moussa Mara pour les autorités de la transition. Sinon, ça allait être une monotonie. Une monotonie. Tous les autres leaders dorment. Moussa Mara, avec son courage, sa pondération, sa modération, sa sagesse, ce n'est pas lui qui comparait arrive à nous dire quelques mots. Arrive à animer le débat. C'est bon pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Donc vraiment, des hommes comme Moussa Mara doivent être encouragés et on doit lui remettre son véhicule. C'est un droit. C'est un droit. Vraiment, en parlant de Moussa Mara, je parle de Diawara. Parce que j'ai tout fait, je n'arrive pas à voir une contradiction entre les deux. Je n'arrive pas à voir. C'est-à-dire qu'il pense exactement comme Moussa Mara. Il agit comme Moussa Mara. Sa pondération, c'est comme Moussa Mara. C'est-à-dire que il est quelque part le jumeau de Moussa Mara. Il est bon. Moussa Mara est bon, Monsieur le Président. Monsieur le Président, des gens qui sont bons pour la République, qui sont bons pour la démocratie, qui sont bons pour la liberté d'expression, qui sont bons pour les propositions et pour les critiques constructives, nous avons besoin de gens comme ça. Il faut le libérer. Yéléma a besoin de lui et le peuple a besoin de lui pour entendre d'autres voix de cloche, d'autres sons de cloche. En écoutant Chana, j'étais un peu confus s'il ne fallait pas aussi rendre un verdict contre Moussa Mara, même si c'est par contumace, mais c'est Diawara, Dr Diawara qui comparait devant nous ce soir au regard donc de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé. Il me plaît de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Dr Diawara, vous êtes libre de tout mouvement. Un dernier mot. Merci bien Barou et merci à Chana et Abdraman. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec eux. Ce qui nous pousse à aller au-delà de souvent ce que nous voulons et même partager avec les uns et les autres. Moi, en venant ici, Dieu sait que souvent on a énormément de pression. De pression des familles, des trucs, parce que les gens pensent qu'aujourd'hui il faut se taire. C'est dommage. À Yéléma, on a décidé de prendre la parole. Avec sincérité, avec franchise. Et sans nous cacher. Nos idées sont sur la place publique. Nous rencontrons tous les jours des Maliens. Et ce débat, nous n'allons pas l'arrêter. Il faut que les uns et les autres comprennent. Et votre plateau est une opportunité pour nous, chaque fois qu'il y a des besoins, de venir partager nos idées avec les Maliens. Et c'est sur ça qu'on va continuer à nous battre. En tout cas, c'est toujours un plaisir que je partage ces instants avec vous. Et heureux de me retrouver relaxé. Et encore une fois de plus, Chana l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est un honneur pour moi de marcher avec Moussa Mara. Okay. En tout cas, nous vous remercions également pour rectifier. Un lapsus nous a fait désigner le président de la transition comme étant un général des corps d'armée, alors qu'il est le général d'armée, un général d'armée. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro. Au revoir. ina wele jabo jiranye reno wote de ni fleba on be dans sibi jam kana mi la sela o mama tu mamuru bi Mohamed Abdelahi El Khalili, il est spécialiste des questions sécuritaires du Sahel, également Djokrubu bulu mimbe pour éradiquer l'extrémisme violent et religieux et du terrorisme. En tout cas, comment négocier avec le terrorisme et quel chemin faut-il adopter pour que akasika wulu herla ni asuma sini juma ana nuance ko kura leksa jam ka keneka ala ka shuga herla akambe